Les étendues maritimes et océaniques couvrent 71% de la superficie de la Terre. Et ces étendues maritimes et océaniques mettent en contact les 8/10 des États. C'est dire que sur le plan géopolitique, ces mers et océans ont une importance considérable dans les relations entre États. À partir du XVIIe siècle, on a voulu définir un droit de la mer. C'est le philosophe et juriste néerlandais Grotius qui a théorisé la liberté des mers, et c'est ce principe qui s'est appliqué jusqu'au XXe siècle, à savoir que les mers et océans constituent une sorte de patrimoine commun de l'humanité qui ne doit pas être soumis à l'accaparement par des États et à des restrictions de trafic, d'échange, d'activité. Or, au cours du XXe siècle, surtout après 1945, vu l'importance qu'ont pu revêtir les mers dans le développement économique et humain, mais aussi dans les grands conflits géopolitiques, en particulier les guerres, on assiste à un mouvement d'accaparement par les États-nations des étendues maritimes et océaniques auxquelles la conférence de Montego Bay sur le droit de la mer a donné un cadre juridique légal. C'est ainsi qu'on a dépassé les frontières des États-nations pour tracer de nouvelles frontières politiques au sein des mers et des océans. Et donc c'est le thème de notre propos ici, montrer comment Montego Bay a défini ou redéfini le droit de la mer à la fin du XXe siècle, en vertu d'enjeux économiques, géopolitiques, désormais environnementaux, qui sont attachés à la gestion de ces mers et de ces océans, pour voir finalement que la course à la mer, comme on dit, génère des compétitions génératrices de conflits qui peuvent être des conflits politiques, mais aussi militaires. C'est ainsi que l'ONU, dans les années 1980, a réuni une conférence à la Jamaïque en 1982, à Montego Bay, pour réfléchir à un nouveau droit de la mer. La mer n'a plus été, à partir de ce moment-là, donc négociation de la conférence en 82, entrée en vigueur de la Convention en 1994, la mer n'a plus été un espace libre, libre pour les hommes, libre de naviguer, libre de tout accaparement par les États-nations. Au contraire, on a découpé de nouveaux espaces de souveraineté. On a territorialisé les mers et les océans, notamment en permettant d'étendre les eaux territoriales de 12 à 24 milles nautiques et au-delà des 24 milles nautiques, jusqu'à 200 milles nautiques, définir une ZEE, zone économique exclusive, qui désormais constitue un pavage d'ensemble des mers et des océans. C'est à peu près la moitié des mers et des océans qui ont été découpés et accaparés de cette manière-là, c'est-à-dire environ 105 millions de kilomètres carrés qui appartiennent désormais aux États. Au-delà de cette zone économique exclusive, les États peuvent prétendre, s'ils prouvent une extension de leur plateau continental, peuvent prétendre à obtenir des territoires au-delà. C'est ce qu'on verra par exemple pour la Chine, en mer de Chine méridionale, jusqu'au maximum de 350 milles nautiques. La Convention de Montego Bay est entrée en vigueur en 1994. Même si tous les États ne l'ont pas ratifié ou signé, à l'image de la Chine ou des États-Unis, qui ne veulent pas se laisser dicter leur souveraineté sur les mers et les océans. Il ne reste plus finalement que la haute mer, au-delà des limites des zones économiques exclusives, qui demeurent entièrement libres. C'est ainsi que les mers et océans et leurs nouvelles frontières relèvent d'enjeux à la fois économiques, géopolitiques et environnementaux. Sur le plan économique, l'État qui est totalement souverain dans sa zone économique exclusive, c'est-à-dire qu'il a l'exclusivité de l'exploitation à la fois des eaux, donc de toutes les ressources halieutiques qui peuvent s'y trouver, exclusivité d'exploitation également des fonds marins, pour y trouver en particulier des nodules polymétalliques, des hydrocarbures, et forêts dans le sous-sol de ces mers et de ces océans. Les États ne peuvent pas empêcher le libre passage inoffensif
des navires de commerce et même des navires de guerre. Mais ça leur donne un contrôle géopolitique d'autre part, parce que tout navire qui parcourt une zone économique exclusive battant pavillon étranger doit se signaler. Hein. Et les États souverains donc, ont tout contrôle sur les passages dans leur zone économique exclusive, de la même manière qu'ils ont défini des zones d'exclusion aérienne qui peuvent s'étendre jusqu'aux limites, non seulement des eaux territoriales, mais de la zone économique exclusive, avec un droit de poursuite qui s'applique à l'aérien comme au maritime et au nautique, ce qui permet vraiment d'étendre l'influence géopolitique. Des enjeux environnementaux se posent, parce qu'un certain nombre de voix se sont élevées pour dire qu'on allait marchandiser ces espaces maritimes et océaniques. Depuis 2018, dans le cadre de l'ONU, on négocie ainsi, dans la lignée de Montego Bay, une nouvelle convention internationale sur la protection de la biodiversité dans les espaces maritimes et océaniques. Ainsi, désormais, dans les relations internationales, les mers et les océans ont pris une dimension absolument cruciale. C'est ainsi que de plus en plus de compétitions dans cette course à la mer génèrent des conflits qui peuvent relever de la simple dispute politique, mais aller aussi jusqu'aux conflits armés, jusqu'aux conflits militaires. Il est frappant de voir, d'une manière générale, qu'au cours du XXe siècle, les mers et les océans ont été de plus en plus les théâtres des guerres. La guerre maritime a pris une dimension considérable. Et aujourd'hui, contrôler des mers et des océans, ainsi que les îles et les archipels qui s'y trouvent, signifie pour une puissance militaire la capacité de projeter ses forces loin de son littoral. Et ça, c'est absolument crucial. C'est ainsi qu'il a existé et il existe toujours des conflits importants pour la maîtrise des eaux territoriales, des zones économiques exclusives. On peut se déplacer sur différents continents, en commençant par l'Amérique latine, en particulier le cône sud. À la fin des années 70, lorsque l'Argentine et le Chili ont commencé à délimiter leurs zones souveraines dans le détroit de Bering, le canal de Beagle, qui sépare les deux nations, a été l'objet d'une dispute territoriale très importante qui a failli déboucher sur une guerre après 1978 et qui a nécessité l'intervention du Vatican, de la papauté en 1984 pour régler le contentieux dans cette zone. C'est un exemple qui est assez connu de tensions pour les frontières maritimes qui prolongent celles pour les frontières territoriales, puisqu'à la même époque, l'Argentine et le Chili n'ont pas totalement délimité leurs frontières terrestres dans les Andes. Une des zones les plus frappées par ces conflits, ces compétitions qui génèrent des conflits, c'est l'Asie de l'Est. Selon Michel Fouché, qui est le géopolitologue spécialiste des frontières, dans un ouvrage de 2016 qui s'intitule « Le retour des frontières », pour lui, le Pacifique, dans sa partie asiatique, et en particulier les mers de Chine, sont les zones où les conflits sont les plus importants, là où le droit de la mer est le moins bien appliqué. Par exemple, entre le Japon et la Chine, il y a l'affaire des îles Senkaku. Le Japon a décidé qu'il allait les nationaliser en 2012, au détriment de la Chine, qui les revendique comme étant un prolongement de leur plateau continental, alors qu'elles sont à l'intérieur de la zone économique exclusive japonaise. Depuis le 2012, les tensions sont montées sur fond, d'une manière générale, de néo-nationalisme dans chacun des deux pays et de multiples tensions en fait. Ça n'a fait qu'ajouter, qu'aggraver les problèmes, beaucoup instrumentalisés par Pékin parce que c'est un des seuls domaines en matière de géopolitique où Pékin et Taipei sont d'accord. Taïwan et la République populaire de Chine sont d'accord pour faire face au Japon qui a décidé unilatéralement de les nationaliser. En mer de Chine méridionale, il y a une multitude de conflits entre 6 pays au total. Pour les Paracels, les Spratley, l'îlot de Scarborough, on est là dans mer de Chine méridionale. Que revendique Pékin? Pékin a défini une ligne en 10 traits qui lui permet de revendiquer la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Ce qui a débouché en 1974
déjà sur une guerre avec le Vietnam, la guerre des Paracels, qui a été remportée par la Chine. Aujourd'hui, ce sont les Spratleys et l'îlot de Scarborough qui opposent d'un côté la Chine, de l'autre, à nouveau le Vietnam, mais aussi les Philippines, le sultanat de Brunei, la Malaisie, l'Indonésie. C'est une véritable poudrière. Il y a quelque temps, l'ONU, qui avait été saisie par les Philippines, a rendu un jugement favorable aux Philippines, défavorable à la Chine, mais Pékin, de manière unilatérale, a décidé de passer outre. Pékin a décidé, dans le même temps, de multiplier la construction d'îlots artificiels, ce qu'on appelle la Grande Muraille de sable, pour lui permettre d'installer à la fois des bases industrielles et militaires et cadenasser la région, la contrôler, parce qu'elle est absolument vitale pour son économie, pour sa capacité de projection de force dans le Pacifique. L'océan glacial arctique lui-même est devenu l'objet de convoitises depuis une dizaine d'années. Il est intéressant dans cet exemple déjà de le comparer à l'Antarctique, le continent antarctique et l'océan austral, qui eux, depuis un traité international qui entre en vigueur dans les années 60, est libre de toute exploitation par l'homme, de tout accaparement. Pour l'Arctique, c'est le contraire. Il n'y a pas eu de réglementation internationale. Et depuis 2007, il y a des convoitises de plus en plus fortes. 2007, c'est l'année où les Russes ont planté un drapeau, leur drapeau national, par 4000 mètres de fond sur la dorsale de Lomonosov, en affirmant qu'on se trouvait là en territoire russe et que les Russes allaient revendiquer ici une zone économique exclusive. Il y a toutes les richesses que comporte l'Arctique en matière d'hydrocarbures, en matière de métaux rares, mais il y a aussi et surtout, avec la fonte de la banquise, de nouvelles routes commerciales, la route du Nord-Est par la Russie, la route du Nord-Ouest par le Canada, qui sont l'objet de convoitises très importantes. Voilà. Donc voilà un nouvel océan, un nouvel espace qui est sujet à accaparement. Et donc véritablement, au cours du XXIe siècle, ces zones océaniques maritimes devraient être le lieu de tensions de plus en plus importantes. On ne va pas forcément vers des guerres. On rappellera qu'il y a des happy ends dans la matière. Par exemple, en Méditerranée, les pays riverains ont renoncé à délimiter des zones économiques exclusives, parce que la situation était trop complexe. Et à part la Grèce et la Turquie qui sont en conflit pour leurs eaux territoriales respectives, la Méditerranée connaît un état de paix. C'est évidemment pas le cas pour la mer de Chine du Sud. Donc voilà, l'avenir est incertain. En tout cas, il n'y a aucun déterminisme. Guerre ou paix pour les espaces maritimes et océaniques, tout dépendra de ce qu'en feront les États, qui sont quand même lancés dans une tendance à l'hypernationalisme, au souverainisme et à la volonté d'entretenir des rapports de force avec leurs rivaux. Les rivaux sont des riverains en puissance, l'étymologie est la même. Le rival et le riverain sont ceux qui puisent l'euro à la même source. Ainsi, les mers et les océans sont devenus un enjeu géopolitique majeur aujourd'hui.